de l'Afrique et des infrastructures. Nous connaissons notre état de la qualité et la fiabilité du service reste quand même à désirer. Et cela est respectable. Et malheureusement, ce boom démographique a fait que le phénomène Kata est pris. Il y a des rues, des petites ruelles, moi je traite des ruelles d'ailleurs, qui n'ont même pas d'emprise. Pour caractériser l'évolution de la ville de Kinshasa, la première chose, c'était la révolution industrielle. Deuxième chose, next. La révolution industrielle. De la 5e édition Expo Béton, Jean Vanessa, et nous mettons un terme à la session d'aujourd'hui qui a été consacrée à l'orientation stratégique. Plusieurs plans ont été réalisés, bien sûr, à travers le pays. À Kinshasa, on citera le plan ARSAC, le STO, les PDU, il y a eu le plan à Kisangani, il y a eu le plan à Lubumbashi et j'en passe. Mais pour la bonne partie de ce plan, aucun n'a été établi, disons, on n'a créé aucun de ces plans à la force de loi. Donc, ils ne sont pas passés par les processus parlementaires et puis leur donner la force de loi dans ce système qui était établi à l'époque, le système centralisé. Alors, mais avec le temps, à ces jours, nous avons finalement une décentralisation qui évolue comme mode de gouvernance par la Constitution de 2006. Avec cette décentralisation et la loi des libres d'administration des provinces et des ETD, il est reconnu aux différentes villes qui sont des ETD cette compétence d'établir des plans et de les mettre en œuvre à travers bien sûr leurs organes délibérants ou pour chaque échelle, pour la commune, on a les conseils communaux qui peuvent faire un PPA. Au niveau de la ville, il y a les conseils urbains. Au niveau de la province, il y a l'Assemblée provinciale. Et au niveau du pays, il y a l'Assemblée nationale, bien sûr. Et bien sûr, nous savons aussi que la décentralisation peine encore à se mettre en place. On peut encore le suivre par les intervenants qui viennent de nous précéder. Mais pour le SOSAC, auquel j'ai eu aussi l'occasion et l'opportunité de travailler dessus, on a quand même essayé de mettre cela en œuvre. C'est comme ça que le SOSAC, pour lui donner cette force de loi, il a été débattu au niveau de l'Assemblée provinciale avant que son édit ne soit signé par le gouverneur en 2015, l'édit numéro 004. Pour beaucoup de professionnels du métier, on considérait que la non-mise en œuvre de plusieurs plans d'urbanisme était liée au fait que ceux-ci n'étaient pas opposables à tous, n'avaient pas cette force contraignante. On ne les donnait pas cette valeur juridique qui faisait à ce que les législateurs eux-mêmes, ou disons au niveau des assemblées provinciales ou locales, pour que si l'on veut bâtir la ville, si l'on veut construire sur la ville, on est obligé de nous référer à ces plans qui ont été établis comme tels. Mais l'expérience du SOSAC nous a montré que même lorsqu'on octroie ou on dote les différents plans de cette force de façon à les rendre opposables à tous, il n'est toujours pas évident que ces plans soient mis en œuvre. Aujourd'hui, 6 ans après, l'édit du SOSAC, nous étions ici et même ceux qui nous venaient de nous précéder, ils sont conscients que la mise en œuvre du SOSAC continue à poser toujours problème. Puisque nous parlons de mécanismes de mise en œuvre du plan d'urbanisme, il faut dire qu'une fois adopté au niveau des assemblées provinciales, au niveau local, quand on aura bien sûr des conseils urbains et municipaux, la mise en œuvre de plans d'urbanisme se réalise sur 2 volets. Il y a un volet que l'on considère comme réglementaire et il y a un deuxième volet qui prend compte des investissements publics. Pour parler des dispositions réglementaires,
concerne notamment ce qu'on appelle l'affectation du sol, les zonages, la densité des constructions, les aspects liés à l'octroi de permis de construire. Et on reste conscient que pour les observer, pour les mettre en œuvre, pour dire ici, on réserve cette zone à l'industrie, là c'est plutôt à tel type de logement, ici on ne va pas en hauteur, là c'est un espace vert. Pour arriver à respecter cela, au regard de la faiblesse juridico-administrative qui venait d'être décriée ici, demande qu'il y ait un renforcement de la chaîne de délivrance des permis de construire. Et bien sûr un contrôle accru des infractions qui sont faites sur toutes ces questions d'urbanisme, dans sa dimension bien sûr des polices. Et donc, aussi, travailler avec la mairie au niveau de la ville, qui serait dotée d'une cellule technique de développement urbain, afin d'essayer de suivre la mise en œuvre et d'évaluer bien sûr les processus de mise en œuvre du plan d'urbanisme. Parce qu'il faut élaborer, il n'y a presque pas de pilotage. Je ne sais pas à quel niveau qui est chargé de suivre la mise en œuvre de ces plans d'urbanisme. Pour ce qui est de la mise en œuvre du programme d'investissement, parce que chaque fois qu'on élabore un plan d'urbanisme, il y a ce qu'on appelle le PIP, le programme d'investissement prioritaire, qui répond soit les grandes actions. On a vu avec le prédécesseur, l'ancien ministre Robert, qui montrait comment pour les SOSA, on était arrivé à tabler sur 4 milliards pour chaque secteur, bien sûr, défini en fonction des réels besoins qui sont jugés prioritaires lors de la phase d'analyse urbaine. Alors, pour les mettre en œuvre, on compte d'abord sur les capacités qui sont internes, parce que lors de l'audit financier et urbain de la ville, on doit arriver à se rendre compte quelle est la capacité de mobilisation des ressources ou de recettes. Si une ville ne sait pas produire 100 000 $, c'est un exemple, ça ne sert à rien de lui doter d'un plan qui coûte 1 milliard $, parce que comment on finance ce plan? Le plan a besoin d'être financé. Il faut toujours qu'il y ait un lien, une considération entre cette capacité de mobilisation du fonds, des ressources, des moyens, mais aussi et la prévision que l'on établit sur une durée ou à l'horizon de 15 ans, la durée du plan d'urbanisme. Donc, on regarde ce qui peut être mobilisé à travers la rétrocession. Dans le cadre de notre pays, les directions générales provinciales qui sont chargées de collecter les recettes, mais aussi on veille sur les ressources propres de la ville, parce que chaque ville a ses ressources propres. Alors, on sait par ailleurs que les villes disposant d'un plan d'action, tout simplement, ne sont pas nombreuses. Et lorsque vous leur demandez sur leurs ressources propres, ils vont vous dire oui, nous disposons de quelques ressources qui nous proviennent des différents marchés, mais c'est assez insignifiant que ça ne sert à payer à peine quelques papiers duplicateurs et comment ils appellent, c'est pas le salaire, mais une motivation du personnel. Donc allez-y comprendre, si l'argent dont on dispose ne peut faire que ça, que deviendront tous ces investissements, ou disons la réalisation des investissements que vous avez prévus dans le cadre de votre plan d'urbanisme? C'est des réelles questions. Mais il y a aussi moyen de veiller à ce partenariat public-privé. Il y a le PPP qui existe de plus en plus formalisé dans notre pays, avec un exemple clair qui a produit ses effets. À Goma, par exemple, où la voirie urbaine de la ville aura été le fruit d'une concertation entre le gouvernement provincial et la FEC, les opérateurs économiques, qui se sont mis ensemble pour qu'une taxe permette de financer cette question des voiries urbaines. Et tous ceux qui vont à Goma désormais sont énervés de voir que les routes sont là, elles sont fonctionnelles, il y a une certaine utilité,
agglomérations qui auront des villes. Mais de toutes ces agglomérations, il n'y a que Kinshasa qui est en fait doté Kinshasa, qui est couvert d'un plan d'urbanisme. Il n'y a que Kinshasa. Et puis bon, on a entendu qu'il y avait ce plan d'urbanisme de Kinshasa date déjà de 2014. Et puis en fait, c'est un plan qui a l'horizon, disons, de 15 ans. Mais toutes les autres villes ne sont pas dotées de plan d'urbanisme. C'est alors que le ministère de l'Urbanisme habite à travers un projet de développement urbain, le PDI, a inscrit, disons, dans leur agenda l'élaboration de plans urbains de référence de Matadi, Kikwit, Bukavu et Goma. Quand je parlais des cadres, c'est le bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme, le BAI, qui s'est chargé de l'élaboration de PIR, Matadi et Kikwit. Et on a demandé nous a demandé comme établissement d'enseignement supérieur, mais dans son mandat qui est le service à la communauté, d'élaborer le plan urbain de référence de Bukavu et de Goma. Donc c'est là, et oublions un peu qui ça, dans les minutes qui suivent, pour voir comment nous avons réfléchi dans l'élaboration du plan urbain de Bukavu et de Goma. Alors, ma présentation en soi, il y a un sommaire de ma communication. Quel était le contexte de la mission? Et puis, je dis que dans ce contexte de la mission, le processus pour nous était participatif et inclusif. Et puis, je parle au point 3 sur la présentation finale, disons, du PIR. Quel est le produit, quel a été les livrables. Et après, je vais m'en présenter aussi les options particulières d'aménagement urbain de Bukavu et la vision du plan urbain de référence de Bukavu. Et puis après, je parlerai de PIR Goma dans le plan urbain de référence de Goma à travers, disons, les deux points importants. Les deux forces du plan urbain de référence de Goma Sake. On comprendra pourquoi on parle de Goma Sake. Et puis les options d'aménagement urbain de PIR de la ville de Goma. Bon, je terminerai par une petite note qui est en soi un appel que je lance à toute la communauté nationale pour un meilleur avenir urbain. Quel a été le contexte de la mission qui nous avait été assignée, nous, en tant qu'unité de planification spatiale de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme? Cette mission nous a été confiée par le projet de développement urbain du ministère de l'Urbanisme habitat. C'est un projet qui a été financé par la Banque mondiale, qui s'est terminé en soi, qui avait 3 phases. La première phase, c'était la réhabilitation des infrastructures dans 9 villes aussi de la RDC. Après la réhabilitation des infrastructures, il y avait des renforcements des capacités. Et puis après, il fallait doter ces villes-là, disons, des plans urbains de référence. La coordination du PDI a fait donc recours à nous et on a eu, disons, à élaborer ce travail pendant une durée plus ou moins, je dois dire, globalement de 6 mois, un peu moins de 6 mois. Alors je disais que le processus était participatif parce qu'il y avait une première phase. La première phase, c'était le profilage urbain. On va pas appeler profilage urbain, on peut l'appeler les audits urbains, on peut appeler ça des analyses urbaines, on peut appeler ça des diagnostics urbains. Mais c'est avéré pour nous que le profilage urbain était beaucoup plus, disons, adapté. Et puis, j'ai dit le processus, ça c'était la première phase. Mais globalement, je dois aller aussi vite, que chaque phase s'est terminée par une restitution. Donc, on convoquait un atelier qui était inclusif pour valider, disons, chaque travail, chaque livrable, à chaque phase, disons, de l'étude. Après le profilage urbain, nous sommes passés, disons, par la conception même des PIR.
économie de votre exposé? Voilà, j'ai exposé sur les mécanismes de mise en œuvre des plans d'urbanisme en RDC, dans un contexte où l'on sait que dans ces pays, très souvent, l'exception est la règle et la règle est l'exception, et où en même temps on sait que la plupart des plans d'urbanisme notamment qui sont élaborés ou conçus restent dans les tiroirs. Finalement, on regarde ces enjeux, qu'est-ce qu'on peut retenir, comment réellement mettre en œuvre dans ces conditions au pays. J'ai tenu à rappeler qu'il y avait plusieurs leviers sur lesquels on pouvait jouer, parce qu'il y a le fait que le législateur lui-même, pour rendre le plan d'urbanisme contraignant, avait voulu que celui-ci passe au niveau de l'organe délibérant, que ce soit maintenant avec la décentralisation, soit au niveau provincial ou des ETD, selon que l'on réalise le plan d'urbanisme pour une ville ou comme pour Kinshasa qui est une ville-province. Mais ensuite, il faut tenir compte des capacités de mobilisation des ressources, parce qu'un plan d'urbanisme décline plusieurs volets qui entrent en termes d'investissement, investissement infrastructurel, investissement pour des questions de logement et j'en passe, qui nécessitent des moyens. Alors, nous savons aussi que malheureusement, la plupart de nos pays, où l'État lui-même semble n'est pas disposé d'assez ou de suffisamment de fonds pour répondre à toutes ces questions de manière prévisionnelle, parce que c'est aussi ça l'objectif des plans d'urbanisme. Du coup, nous disons, au-delà de cette mobilisation de l'argent de l'État, qui passe par les rétrocessions ou alors les recettes qu'on peut trouver au niveau local, on peut envisager dans un deuxième temps ces partenariats publics-privés, où il y a des exemples qui ont fait preuve des preuves assez visibles, comme à Goma, où j'ai montré où les gouvernements provinciaux, la FEC, avaient pu mettre sur pied un mécanisme qui permettait, à travers une taxe, de construire les routes. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi appeler beaucoup d'opérateurs économiques, notamment des promoteurs immobiliers, qui viendraient en appui à l'État afin soit d'assainir certaines trames avant de les mettre à la disposition de la population à travers, bien sûr, des mécanismes qui permettent à ces promoteurs de tirer profit, parce qu'en soi, c'est tout à fait normal. Il y a aussi le fait que nous comptons très souvent sur les partenaires techniques et financiers qui, je disais, plutôt que ceux-ci nous imposent leur domaine d'intervention, il leur appartiendrait de s'inscrire dans ce que nous aurons élaboré comme priorité, de s'inscrire dans ces plans d'investissement prioritaires en vue de nous aider sur tel ou tel autre levier. Après, d'autres questions restent réglementaires qui nécessitent bien sûr certaines capacités et capacitations des acteurs en charge de la gestion urbaine, où il faudrait veiller au renforcement des capacités afin que nous ayons une administration forte qui arrive à veiller à une bonne utilisation de leur rôle clé des polices, effectivement, des constructions de villes à travers l'octroi des permis de construire. La loi Bakanji a dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais aujourd'hui, les chefs coutumiers qui deviennent de rois dans leur terrain, mais vous amenez un projet d'aménagement. Mais êtes-vous sûr qu'avec les comportements des chefs coutumiers aujourd'hui, qui vendent des terrains à n'importe qui et n'importe quand, comptez-vous réellement réussir avec l'idée que vous avez? Plutôt que de m'inscrire dans une démarche que d'aucuns pourraient juger extrémiste, je pense que nous devons faire avec nos réalités. Et c'est même ça l'urbanisme pratique. L'urbanisme pratique, c'est veut réaliste. Il tient en compte les acteurs qui sont présents sur la ville, qui autrefois étaient peut-être sous les radars d'une vision qui se voulait plutôt soit occidentalisée. Et donc, le chef coutumier est un acteur majeur
dans la construction de nos territoires. Il faut faire avec eux. En même temps, cette constitution qui reconnaît le pouvoir coutumier ne peut pas lui ôter ce que lui aussi présente comme, je vais appeler, module de son pouvoir, qui est cette terre-là. Il faut qu'il y ait une collaboration. J'ai longuement discuté avec certains experts qui travaillent dans le secteur foncier, dont la réforme devrait intégrer le fait qu'il faudrait intégrer ces niveaux de collaboration entre les chefs coutumiers, mais aussi l'État, en vue de promouvoir, bien sûr, un développement de nos territoires qui soit le plus harmonieux. Plutôt que de vouloir mettre une certaine guerre entre les deux pouvoirs, coutumiers et le pouvoir de l'État, voir comment on peut concilier, parce que cela est possible, à travers certaines concessions, mais aussi à travers un modus operandi qui soit profitable à l'intérêt général. Merci beaucoup. Je vous en prie.